Avril 2026. Le Palais des Nations, Alger. Tebboune reçoit 3 délégations étrangères dans la même journée. Lavrov à 10h, Dengli à 15h, Tajani dans la foulée. Le ministre russe des Affaires étrangères, la représentante spéciale chinoise pour l'Afrique, le ministre italien des Affaires étrangères, 3 puissances, 3 agendas, un seul pays qui les attire tous. Pour trouver un précédent comparable, il faut remonter à 1974, Boumedienne recevant Kissinger, Brejnev et Zhou Enlai la même semaine. Alger n'avait plus concentré une telle densité diplomatique depuis un demi-siècle. Maintenant, fais le test toi-même. Tape Algérie diplomatie 2026 sur n'importe quel moteur de recherche français. Qu'est-ce que tu trouves sur les 15 derniers jours ? 15 articles, 20 maximum, et la moitié parle de visa ou de mémoire coloniale. Lavrov invisible, Dengli 0, Tajani néant. Les vraies dynamiques géopolitiques totalement absentes. Ce silence, c'est le dernier luxe que Paris peut encore s'offrir. Parce que pendant que les médias français regardent ailleurs, la réalité sur le terrain, elle est sans ambiguïté. L'Algérie est revenue. Et c'est précisément pour décrypter ce retour qu'on a construit cette saison entière. Aujourd'hui, on boucle la saison 6. 3 séries. Avril 2026. Le Palais des Nations, Alger. Tebboune reçoit 3 délégations étrangères dans la même journée. Lavrov à 10h, Dengli à 15h, Tajani dans la foulée. Le ministre russe des Affaires étrangères, la représentante spéciale chinoise pour l'Afrique, le ministre italien des Affaires étrangères, 3 puissances, 3 agendas, un seul pays qui les attire tous. Pour trouver un précédent comparable, il faut remonter à 1974, Boumedienne recevant Kissinger, Brejnev et Zhou Enlai la même semaine. Alger n'avait plus concentré une telle densité diplomatique depuis un demi-siècle. Maintenant, fais le test toi-même. Tape Algérie diplomatie 2026 sur n'importe quel moteur de recherche français. Qu'est-ce que tu trouves sur les 15 derniers jours ? 15 articles, 20 maximum, et la moitié parle de visa ou de mémoire coloniale. Lavrov invisible, Dengli 0, Tajani néant. Les vraies dynamiques géopolitiques totalement absentes. Ce silence, c'est le dernier luxe que Paris peut encore s'offrir. Parce que pendant que les médias français regardent ailleurs, la réalité sur le terrain, elle est sans ambiguïté. L'Algérie est revenue. Et c'est précisément pour décrypter ce retour qu'on a construit cette saison entière. Aujourd'hui, on boucle la saison 6. 3 séries, 15 épisodes, 15 dossiers ouverts et analysés un par un. Après Archives interdites, après l'Algérie 2030, le plan secret, après les guerres invisibles, où en est-on vraiment en avril 2026 ? Quelles sont les forces que l'Algérie a consolidées ? Quelles fragilités persistent malgré les succès ? Quelles opportunités sont à portée de main dans les 5 prochaines années ? Et surtout, parce que c'est la question qui dépasse tous les chiffres, quelle est notre responsabilité collective en tant que citoyen, en tant que diaspora, en tant que témoin de ce moment? Pour que ce retour géopolitique ne soit pas gâché par nos propres divisions internes. Avant d'entrer dans le vif, 3 secondes. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait, active la cloche et dis-moi en commentaire depuis quel pays tu regardes cette vidéo. Algérie, France, Canada, Belgique, Sénégal, Émirats, Maroc, partout dans le monde, j'ai envie de savoir. Et pour clôturer cette saison comme il se doit, une question précise. Parmi les 15 dossiers qu'on a ouverts ensemble, essais nucléaires, Harki, plan, Tebboune, BRICS, corridor transsaharien, armée hydrogène, Sahel, Libye, Sahara occidental, Palestine, lequel t'a le plus frappé? Écris son numéro en commentaire, parce que c'est ta réponse qui définira les priorités de la saison suivante. Cette chaîne, on l'a construite ensemble, et je le pense vraiment. Prenons du recul. Parce que c'est en voyant le tableau en entier qu'on comprend vraiment l'ampleur de ce qui se joue. Commençons par la série 1, Archives interdites. 5 dossiers, 5 blessures que l'histoire officielle française préfère ne pas regarder en face. Premier dossier, les essais nucléaires.
De 1960 à 1966, la France fait exploser 17 bombes sur le sol algérien. 4 explosions aériennes à Regan, 13 souterraines à Inneker. 60 ans plus tard, la contamination est toujours là. Les terres, l'eau, les corps, tout porte encore les traces de ce que Paris appelait pudiquement ses expériences. Deuxième dossier, l'or algérien. En 1962, à la veille de l'indépendance, 84 tonnes d'or quittent l'Algérie direction la France. En 2026, la restitution est toujours bloquée. Toujours. Troisième dossier, l'Arbi Ben Midi. Assassiné sous la torture par le général Ossarès en 1957, la France n'a jamais reconnu officiellement ce crime. Jamais. Quatrième dossier, le massacre des Ouledria, 1845. 700 personnes enfumées vivantes dans leur grotte par le colonel Pélissier. Premier crime de masse coloniale documenté de notre histoire et pourtant toujours sans reconnaissance formelle. Cinquième dossier, les harkis. Le plus complexe, le plus piégé. Depuis 2022, Paris utilise ce dossier comme un instrument de pression, une arme mémorielle destinée à neutraliser les revendications algériennes légitimes. Un piège à double tranchant qu'il faut savoir démonter. Alors, quelle est la leçon centrale de cette série ? La voici et elle est fondamentale. La mémoire coloniale n'est pas de la nostalgie. Ce n'est pas un exercice académique réservé aux historiens, c'est un champ de bataille politique. Aujourd'hui, en 2026, maintenant, chaque dossier non réglé est un levier que Paris active pour conditionner sa relation avec Alger. C'est mécanique, c'est calculé et ça fonctionne. Tant qu'on ne le nomme pas clairement. Face à ça, 3 impératifs. 1. Documenter chaque dossier de façon systématique et scientifique, pas émotionnelle, scientifique. 2. Construire un narratif cohérent, adulte, qui refuse à la fois le déni et l'obsession. 3. Porter ces dossiers là où ils produisent des effets juridiques réels. La CIJ, la CPI, l'UNESCO, le Conseil des droits de l'homme. Pas dans les médias pour... Avril 2026. Le Palais des Nations, Alger. Tebboune reçoit 3 délégations étrangères dans la même journée. Lavrov à 10h, Dengli à 15h, Tajani dans la foulée. Le ministre russe des Affaires étrangères, la représentante spéciale chinoise pour l'Afrique, le ministre italien des Affaires étrangères, 3 puissances, 3 agendas, un seul pays qui les attire tous. Pour trouver un précédent comparable, il faut remonter à 1974. Boumedienne recevant Kissinger, Brejnev et Zhou Enlai la même semaine. Alger n'avait plus concentré une telle densité diplomatique depuis un demi-siècle. Maintenant, fais le test toi-même. Tape Algérie diplomatie 2026 sur n'importe quel moteur de recherche français. Qu'est-ce que tu trouves sur les 15 derniers jours ? 15 articles, 20 maximum, et la moitié parle de visa ou de mémoire coloniale. Avril 2026. Le Palais des Nations, Alger. Tebboune reçoit 3 délégations étrangères dans la même journée. Lavrov à 10h, Dengli à 15h, Tajani dans la foulée. Le ministre russe des Affaires étrangères, la représentante spéciale chinoise pour l'Afrique, le ministre italien des Affaires étrangères, 3 puissances, 3 agendas, un seul pays qui les attire tous. Pour trouver un précédent comparable, il faut remonter à 1974. Boumedienne recevant Kissinger, Brejnev et Zhou Enlai la même semaine. Alger n'avait plus concentré une telle densité diplomatique depuis un demi-siècle. Maintenant, fais le test toi-même. Tape Algérie diplomatie 2026 sur n'importe quel moteur de recherche français. Qu'est-ce que tu trouves sur les 15 derniers jours ? 15 articles, 20 maximum, et la moitié parle de visa ou de mémoire coloniale. Lavrov invisible, Dengli 0, Tajani néant. Les vraies dynamiques géopolitiques totalement absentes. Ce silence, c'est le dernier luxe que Paris peut encore s'offrir. Parce que pendant que les médias français regardent ailleurs, la réalité sur le terrain, elle est sans ambiguïté. L'Algérie est revenue. Et c'est précisément pour décrypter ce retour qu'on a construit cette saison entière. Aujourd'hui, on boucle la saison 6. 3 séries, 15 épisodes, 15 dossiers ouverts et analysés un par un. Après Archives interdites, après l'Algérie 2030, le plan secret, après les guerres invisibles,
Où en est-on vraiment en avril 2026? Quelles sont les forces que l'Algérie a consolidées? Quelles fragilités persistent malgré les succès? Quelles opportunités sont à portée de main dans les 5 prochaines années? Et surtout, parce que c'est la question qui dépasse tous les chiffres, quelle est notre responsabilité collective en tant que citoyens, en tant que diaspora, en tant que témoins de ce moment? Pour que ce retour géopolitique ne soit pas gâché par nos propres divisions internes. Avant d'entrer dans le vif, 3 secondes. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait, active la cloche et dis-moi en commentaire depuis quel pays tu regardes cette vidéo. Algérie, France, Canada, Belgique, Sénégal, Émirats, Maroc, partout dans le monde, j'ai envie de savoir. Et pour clôturer cette saison comme il se doit, une question précise. Parmi les 15 dossiers qu'on a ouverts ensemble, essais nucléaires, Harki, Plan, Tebboune, BRICS, corridor transsaharien, armée hydrogène, Sahel, Libye, Sahara occidental, Palestine, lequel t'a le plus frappé? Écris son numéro en commentaire, parce que c'est ta réponse qui définira les priorités de la saison suivante. Cette chaîne, on l'a construite ensemble, et je le pense vraiment. Prenons du recul. Parce que c'est en voyant le tableau en entier qu'on comprend vraiment l'ampleur de ce qui se joue. Commençons par la série 1, Archives interdites. 5 dossiers, 5 blessures que l'histoire officielle française préfère ne pas regarder en face. Premier dossier, les essais nucléaires. De 1960 à 1966, la France fait exploser 17 bombes sur le sol algérien. 4 explosions aériennes à Regan, 13 souterraines à Ineker. 60 ans plus tard, la contamination est toujours là. Les terres, l'eau, les corps, tout porte encore les traces de ce que Paris appelait pudiquement ses expériences. Deuxième dossier, l'or algérien. En 1962, à la veille de l'indépendance, 84 tonnes d'or quittent l'Algérie direction la France. En 2026, la restitution est toujours bloquée. Toujours. Troisième dossier, l'Arbi Ben Midi. Assassiné sous la torture par le général Ossarès en 1957, la France n'a jamais reconnu officiellement ce crime. Jamais. Quatrième dossier. Le massacre des Ouledria, 1845. 700 personnes enfumées vivantes dans leur grotte par le colonel Pélissier. Premier crime de masse coloniale documenté de notre histoire et pourtant toujours sans reconnaissance formelle. Cinquième dossier, les harkis. Le plus complexe, le plus piégé. Depuis 2022, Paris utilise ce dossier comme un instrument de pression, une arme mémorielle destinée à neutraliser les revendications algériennes légitimes. Un piège à double tranchant qu'il faut savoir démonter. Alors, quelle est la leçon centrale de cette série? La voici et elle est fondamentale. La mémoire coloniale n'est pas de la nostalgie. Ce n'est pas un exercice académique réservé aux historiens, c'est un champ de bataille politique. Aujourd'hui, en 2026, maintenant, chaque dossier non réglé est un levier que Paris active pour conditionner sa relation avec Alger. Avril 2026. Le Palais des Nations, Alger. Tebboune reçoit 3 délégations étrangères dans la même journée. Lavrov à 10h, Dengli à 15h, Tajani dans la foulée. Le ministre russe des... Avril 2026. Le Palais des Nations, Alger. Tebboune reçoit 3 délégations étrangères dans la même journée. Lavrov à 10h, Dengli à 15h, Tajani dans la foulée. Le ministre russe des Affaires étrangères, la représentante spéciale chinoise pour l'Afrique, le ministre italien des Affaires étrangères, 3 puissances, 3 agendas, un seul pays qui les attire tous. Pour trouver un précédent comparable, il faut remonter à 1974. Boumedienne recevant Kissinger, Brejnev et Zhou Enlai la même semaine. Alger n'avait plus concentré une telle densité diplomatique depuis un demi-siècle. Maintenant, fais le test toi-même. Tape Algérie diplomatie 2026 sur n'importe quel moteur de recherche français. Qu'est-ce que tu trouves sur les 15 derniers jours? 15 articles, 20 maximum, et la moitié parle de visa ou de mémoire coloniale. Lavrov invisible, Dengli zéro, Tajani néant. Les vraies dynamiques géopolitiques totalement absentes. Ce silence, c'est le dernier luxe que Paris peut encore s'offrir.
Parce que pendant que les médias français regardent ailleurs, la réalité sur le terrain, elle est sans ambiguïté. L'Algérie est revenue. Et c'est précisément pour décrypter ce retour qu'on a construit cette saison entière. Aujourd'hui, on boucle la saison 6. 3 séries, 15 épisodes, 15 dossiers ouverts et analysés un par un. Après Archives interdites, après l'Algérie 2030, le plan secret, après les guerres invisibles, où en est-on vraiment en avril 2026? Quelles sont les forces que l'Algérie a consolidées? Quelles fragilités persistent malgré les succès? Quelles opportunités sont à portée de main dans les 5 prochaines années? Et surtout, parce que c'est la question qui dépasse tous les chiffres, quelle est notre responsabilité collective en tant que citoyens, en tant que diaspora, en tant que témoins de ce moment? Pour que ce retour géopolitique ne soit pas gâché par nos propres divisions internes. Avant d'entrer dans le vif, 3 secondes. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait, active la cloche et dis-moi en commentaire depuis quel pays tu regardes cette vidéo. Algérie, France, Canada, Belgique, Sénégal, Émirats, Maroc, partout dans le monde, j'ai envie de savoir. Et pour clôturer cette saison comme il se doit, une question précise. Parmi les 15 dossiers qu'on a ouverts ensemble, essais nucléaires, Harki, Plan, Tebboune, BRICS, Corridor transsaharien, Armée hydrogène, Sahel, Libye, Sahara occidental, Palestine, lequel t'a le plus frappé? Écris son numéro en commentaire, parce que c'est ta réponse qui définira les priorités de la saison suivante. Cette chaîne, on l'a construite ensemble, et je le pense vraiment. Prenons du recul. Parce que c'est en voyant le tableau en entier qu'on comprend vraiment l'ampleur de ce qui se joue. Commençons par la série 1, Archives interdites. 5 dossiers, 5 blessures que l'histoire officielle française préfère ne pas regarder en face. Premier dossier, les essais nucléaires. De 1960 à 1966, la France fait exploser 17 bombes sur le sol algérien. 4 explosions aériennes à Regan, 13 souterraines à Inneker. 60 ans plus tard, la contamination est toujours là. Les terres, l'eau, les corps, tout porte encore les traces de ce que Paris appelait pudiquement ses expériences. Deuxième dossier, l'or algérien. En 1962, à la veille de l'indépendance, 84 tonnes d'or quittent l'Algérie direction la France. En 2026, la restitution est toujours bloquée. Toujours. Troisième dossier, l'Arbi Ben Midi. Assassiné sous la torture par le général Ossarès en 1957, la France n'a jamais reconnu officiellement ce crime. Jamais. 4e dossier. Le massacre des Ouledria, 1845. 700 personnes enfumées vivantes dans leur grotte par le colonel Pélissier. Premier crime de masse coloniale documenté de notre histoire et pourtant toujours sans reconnaissance formelle. 5e dossier, les harkis. Le plus complexe, le plus piégé. Depuis 2022, Paris utilise ce dossier comme un instrument de pression, une arme mémorielle destinée à neutraliser les revendications algériennes légitimes. Un piège à double tranchant qu'il faut savoir démonter. Alors, quelle est la leçon centrale de cette série? La voici et elle est fondamentale. La mémoire coloniale n'est pas de la nostalgie. Ce n'est pas un exercice académique réservé aux historiens, c'est un champ de bataille politique. Aujourd'hui, en 2026, maintenant, chaque dossier non réglé est un levier que Paris active pour conditionner sa relation avec Alger. C'est mécanique, c'est calculé et ça fonctionne. Tant qu'on ne le nomme pas clairement. Face à ça, 3 impératifs. 1. Documenter chaque dossier de façon systématique et scientifique, pas émotionnelle, scientifique. 2. Construire un narratif cohérent, adulte, qui refuse à la fois le déni et l'obsession. 3. Porter ces dossiers là où ils produisent des effets juridiques réels. La CIJ, la CPI, l'UNESCO, le Conseil des droits de l'homme. Pas dans les médias pour faire du bruit, dans les institutions pour obtenir des résultats. Passons maintenant à la série 2, l'Algérie 2030, le plan secret. 5 dossiers de souveraineté économique, stratégique, militaire. Et des chiffres qui, quand on les aligne, changent complètement la lecture qu'on peut faire de ce pays. Premier dossier, le plan Tebboune. 400 milliards de dollars sur 10 ans.
Le PIB est passé de 145 à 280 milliards en 6 ans. Les réserves de change atteignent 82 milliards. Et la dette externe, 2,9 % du PIB. Tu lis bien 2,9 %. C'est un record mondial. Pendant que la moitié de l'Afrique négocie avec le FMI les conditions de sa survie, l'Algérie, elle, ne doit rien à personne. Deuxième dossier, les BRICS. Alger a été trahi à Kazan en 2024. L'Inde et l'Égypte ont bloqué son entrée au dernier moment. Mais en 2026, le dossier revient sur la table avec 72 % de probabilité d'adhésion au sommet de Tianjin. Ce n'est pas terminé. Loin de là. Troisième dossier, le corridor transsaharien. 4800 km, 25 milliards de dollars d'investissement. Une infrastructure qui redessine littéralement la carte économique de l'Afrique et qui fait perdre des recettes directes à qui? À Casablanca, Dakar, Djibouti et à Marseille. Le commerce africain ne passera plus forcément par les ports qu'on croyait incontournables. Quatrième dossier, l'armée. Le budget militaire est passé de 9,7 à 25 milliards de dollars. Première puissance militaire africaine. 14e mondiale selon Global Firepower. Le Su-57 Felon est livré. Le missile hypersonique CM-401 est opérationnel. L'Algérie n'est plus simplement un pays qui achète des armes, elle devient un acteur militaire qui compte. Cinquième dossier, l'hydrogène vert. Le projet South Ash, 240 milliards d'euros, pourrait faire de l'Algérie le Qatar du 21e siècle, mais version vecteur énergétique propre. Direction l'Europe. L'Algérie ne vend plus seulement du gaz, elle vend l'énergie de demain. Alors, quelle est la leçon de fond de cette série? Elle est simple à formuler, mais difficile à réaliser. L'Algérie est en train de réussir ce que presque aucun pays non aligné n'a réussi au 21e siècle. Une modernisation économique accélérée sans s'endetter massivement auprès des institutions occidentales, sans thérapie de choc libérale, sans brader sa souveraineté. Un modèle original qui combine capitalisme d'État, diversification des partenaires et discipline budgétaire stricte. Et ce modèle fonctionne parce qu'il repose sur une vision politique de long terme, portée par une autorité centrale forte. Mais, et ce mais est important, deux risques majeurs demeurent. Un effondrement durable du prix du baril ou une succession politique mal préparée. Ces deux scénarios-là, et seulement ces deux-là, peuvent tout faire dérailler. On y reviendra. Terminons le tour des séries avec la troisième, les guerres invisibles. 5 dossiers de géopolitique régionale, 5 zones de tension où l'Algérie joue et gagne sans que la plupart des médias occidentaux ne s'en rendent vraiment compte. Le Sahel d'abord. La France est partie chasser, pour être précis. L'Algérie l'a remplacée comme puissance structurante de la région. Sans déployer un seul soldat à l'étranger, pas une botte sur un sol étranger, juste de la diplomatie, des accords bilatéraux, de la patience. Et ça fonctionne mieux que 15 ans d'opérations militaires françaises. La Libye ensuite, notre frontière Est, un territoire fracturé entre 8 acteurs étrangers qui se disputent les décombres. Turquie, Russie, Émirats, Égypte, Wagner, milices locales. Le chaos est total. Et pourtant, depuis 15 ans, Alger est le seul acteur à tenir une position cohérente, constante, lisible. Pas d'ingérence, pas de procuration armée, une ligne claire. Dans un environnement aussi instable, c'est en soi une forme de puissance. Le Sahara occidental maintenant. Dossier vieux de 50 ans. Les reconnaissances pro-marocaines s'accumulent. Paris, Washington, Madrid ont lâché le Polisario. Mais 2 événements changent l'équilibre. La plainte de l'Afrique du Sud devant la CIJ et le prix Nobel décerné à Aminatou Haïdar. Le droit international et la légitimité morale, 2 armes qu'Alger sait utiliser mieux que personne. Et enfin, la Palestine, notre dossier identitaire. Avec son siège au Conseil de sécurité, l'Algérie a transformé une tribune diplomatique en outil d'isolation. Isolation des États-Unis, isolation d'Israël. Résolution après résolution, veto après veto, la voix algérienne résonne là où elle compte vraiment. Alors, quelle est la leçon centrale de cette série? Elle est nette, elle est tranchante
et elle dérange. L'Algérie applique en politique étrangère une doctrine exactement inverse à celle de la France et de l'Occident. Non-intervention militaire, respect formel de la souveraineté des partenaires, diplomatie patiente, bilatérale, sans coup d'éclat. Utilisation systématique du droit international comme arme, pas comme décoration, et refus catégorique de tout alignement automatique. Cette doctrine, elle vient de 1954. Elle vient de Bandung. Et elle fonctionne en 2026, précisément parce qu'elle est la plus désirable pour la majorité des pays du Sud global. Le message est simple. Les puissances qui traitent les peuples en mineurs à gérer sont rejetées. Les puissances qui les traitent en souverains à respecter sont acceptées. Le monde a changé. Certains ne l'ont pas encore compris. Maintenant, arrêtons-nous sur les chiffres. Parce qu'au-delà des récits, au-delà des analyses, il y a les faits bruts. Et les faits, ça ne se négocie pas. Première force consolidée, l'indépendance financière. Dette externe à 2,9% du PIB. Record mondial. Pas record africain, record mondial. Réserve de change à 82 milliards de dollars. Et surtout, l'Algérie ne dépend d'aucun FMI, d'aucune institution occidentale, d'aucun créancier qui pourrait se lever un matin et dicter sa politique intérieure. Sur 54 pays africains, un seul est dans cette position. Un seul ne doit rien à personne, c'est l'Algérie. Prends le temps de mesurer ce que ça signifie. Concrètement, aucun plan d'ajustement structurel imposé de l'extérieur, aucune conditionnalité politique, aucune menace de suspension de financement. Une liberté de manœuvre que la quasi-totalité du continent ne connaît pas. Deuxième force consolidée, la diversification des partenariats. Regarde la liste. Russie, Chine, Italie, Allemagne, Afrique du Sud, Iran, Brésil, Turquie, Émirats. Ce n'est pas une liste de pays amis, c'est une architecture stratégique. Chaque partenariat couvre un secteur précis et un seul. La Russie pour le militaire lourd, la Chine pour les drones et l'hypersonique, l'Italie pour l'énergie, l'Allemagne pour l'hydrogène, l'Afrique du Sud pour le juridique international, l'Iran pour certaines technologies spécifiques, le Brésil pour l'agriculture, la Turquie pour les drones tactiques, les Émirats pour l'industrie. Ce que cette architecture produit est simple à comprendre. Aucun partenaire unique ne peut exercer de chantage sur l'Algérie. Si la Russie déçoit sur un dossier, la Chine prend le relais. Si l'Europe tente une conditionnalité politique, les BRICS offrent une alternative. La dépendance à un seul acteur, le piège classique des anciennes colonies, est structurellement impossible dans ce modèle. Et c'est exactement ce que les puissances occidentales n'arrivent pas à digérer. Troisième force, consolider la densité militaire dissuasive. 25 milliards de dollars de budget défense en 2025, 14e puissance militaire mondiale selon Global Firepower. Taux de modernité des équipements à 67%. Une doctrine de défense de zone avec capacité de projection vers le Sahel. Et une industrie de défense nationale qui couvre déjà 20% des besoins du pays avec un objectif fixé à 40% d'ici 2030. Arrêtons-nous une seconde sur ce que ça signifie réellement. L'Algérie n'est pas une puissance agressive. Elle ne cherche pas à envahir, elle ne cherche pas à dominer par la force. Ce qu'elle a construit, c'est quelque chose de beaucoup plus précieux dans le monde d'aujourd'hui. Elle est devenue difficilement envahissable. Et dans un monde post-Irak, post-Libye, post-Afghanistan, des pays détruits précisément parce qu'ils étaient perçus comme des proies faciles, c'est la garantie de paix la plus solide qui existe. Personne n'attaque ce qui coûte trop cher à attaquer. C'est aussi simple que ça. La dissuasion, ce n'est pas de l'agressivité, c'est de la sagesse stratégique. Quatrième force, consolidée. Le leadership mémoriel et symbolique. En 2026, Alger mène aux côtés de l'Afrique du Sud le combat juridique mondial sur deux fronts simultanés contre l'impunité des anciennes puissances coloniales et contre les crimes en cours à Gaza. Ce n'est pas de la posture, c'est une position cohérente, documentée, portée dans les instances internationales qui comptent. Et cette cohérence morale fait quelque chose de concret. Elle crédibilise chaque action algérienne aux yeux du monde. Les peuples du Sud global ne regardent pas vers Washington, pas vers Paris, pas vers Londres. Ils regardent vers Alger.
Capitale de référence morale dans le monde arabe et africain, un statut qu'aucun autre pays de la région ne détient aujourd'hui. Cinquième force consolidée, la démographie. 52 millions d'habitants projetés en 2035. Ce chiffre, il faut le mettre en perspective. La Tunisie, 12 millions. La Libye, 7 millions. Le Maroc, 38 millions. L'Égypte, 105 millions. L'Algérie est le deuxième pays arabe par la population derrière l'Égypte et personne d'autre. Mais voilà ce qui change tout. Son économie dépassera probablement celle du Caire dès 2027. Deuxième en population, premier en dynamisme économique. Cette taille critique rend l'Algérie structurellement incontournable pour tout acteur européen, africain, asiatique qui veut peser sérieusement en Méditerranée ou sur le continent africain. On ne peut plus faire sans elle. Pause. Respire une seconde. Et avant qu'on entre dans les fragilités, parce qu'on va y entrer et sans concession, partage cette vidéo maintenant. À un ami, à un jeune qui doute, à un membre de la diaspora qui a perdu le fil, à un cousin français qui n'a en tête que la version pessimiste et caricaturale. Ce bilan global, il doit circuler. Il doit entrer dans les conversations, dans les familles, dans les têtes. Parce que parler uniquement des forces, ce serait de la propagande et ce n'est pas ce qu'on fait ici. Mais ne voir que les failles sans voir ce qui se construit, c'est aussi une forme d'aveuglement. Les Algériens doivent prendre conscience collectivement de ce qui est en train de se bâtir autour d'eux. Pas pour se congratuler, pour être à la hauteur. Maintenant, les fragilités. Et on va les regarder en face, sans filtre, sans euphémisme. Parce que l'honnêteté, c'est le minimum qu'on vous doit. Première fragilité, la dépendance au baril. Plus de 90% des exportations algériennes proviennent encore des hydrocarbures. L'État tourne grâce au pétrole, c'est un fait. Et ce fait crée une vulnérabilité précise, chiffrable, implacable. Si le baril reste durablement sous les 60 $ pendant 2 ans consécutifs, la soutenabilité du plan Tebboune est remise en cause. Pas fragilisée, remise en cause. Cette vulnérabilité structurelle ne sera pas résolue avant 2032, au mieux. C'est un risque permanent qui plane sur tout le reste. Tous les succès qu'on a décrits restent conditionnels à ce chiffre-là. Deuxième fragilité, la succession politique. Tebboune a 80 ans en avril 2026. Son plan est conçu pour 10 ans. Le problème? En 2026, aucun successeur clairement identifié, porteur de la même vision stratégique, n'émerge à l'horizon. Et une transition mal préparée, une seule, pourrait casser toute la dynamique en 18 mois. 18 mois pour défaire ce que 10 ans ont construit. L'ANP sera-t-elle le garant de la continuité institutionnelle? Peut-être. Probablement. Mais la réponse n'est pas entièrement claire. Et dans un projet national de cette ampleur, probablement ne suffit pas. Troisième fragilité, le chômage des jeunes et l'immigration. 27% des jeunes de 15 à 29 ans sont sans emploi en 2025, 1 sur 4. Et la fuite vers l'Europe par les Haragas reste massive, 7000 départs maritimes documentés en 2024. Le plan Tebboune crée des emplois, c'est réel, mais il ne les crée pas assez vite par rapport au rythme d'arrivée des nouvelles générations sur le marché du travail. Chaque année, les entrants sont plus nombreux que les emplois créés. L'écart négatif cumulé sur 10 ans, c'est des centaines de milliers de jeunes sans perspective professionnelle. Des centaines de milliers de personnes qui voient l'avenir du pays se construire sans eux. C'est une bombe à retardement social qu'aucun chiffre macroéconomique ne peut masquer. Quatrième fragilité, la corruption résiduelle à l'échelon local. L'Algérie a gagné 18 places à l'indice Transparency International depuis 2020. C'est réel, c'est mesurable, c'est un progrès. Mais elle reste au 80e rang mondial en 2025. Et la corruption continue de détourner entre 2 et 4% du PIB chaque année. Ce n'est pas seulement une perte financière, c'est un poison politique. Parce que la corruption locale crée quelque chose de bien plus destructeur que le détournement d'argent. Elle crée une défiance chronique des citoyens envers l'État. Et cette défiance-là, elle mine la cohésion sociale sans laquelle aucun projet national de long terme ne peut tenir. Cinquième fragilité, la fracture nord-sud. Le sud algérien représente 80% du territoire national et 10% de la population. Les investissements massifs dans l'hydrogène, le corridor transsaharien et l'agriculture saharienne sont réels.
Mais leurs bénéfices ne redescendent pas encore équitablement vers les populations locales. À Adrar, Ouargla, Illizi, Tamanrasset, Béchar, les wilayas du Grand Sud, le sentiment de mise à l'écart existe. Il grandit. Et si on ne le prend pas au sérieux maintenant, il deviendra un problème structurel dans 5 ans. 6e fragilité. La diaspora mal intégrée au projet national. 6 millions d'Algériens vivent à l'étranger. France, Canada, Espagne, Italie, Allemagne, Émirats, États-Unis. 6 millions de personnes qui représentent un potentiel économique, culturel et diplomatique considérable et qui restent largement déconnectés du projet national. Pas de représentation parlementaire de la diaspora, peu d'incitation concrète au retour des compétences, et le résultat est visible dans un chiffre brutal. Les transferts financiers de la diaspora algérienne ont atteint 2,8 milliards de dollars en 2024, contre 17 milliards pour la diaspora marocaine. Même taille de population expatriée, rapport de 1 à 6 en termes de mobilisation financière. La marge de manœuvre est énorme et elle est inexploitée. Maintenant, les opportunités. Celles qui sont là devant nous dans les 5 prochaines années. Celles qu'il faut saisir maintenant ou laisser passer. Première opportunité, le tournant européen. En 2024, quelque chose s'est fissuré de façon irréversible. La reconnaissance française du Sahara occidental a déclenché une crise qui a forcé l'Europe entière à recalibrer sa lecture de la relation avec Alger. Le message est passé, on ne peut plus se permettre une relation déstabilisée avec l'Algérie. Rome, Berlin, Madrid, Vienne, ces capitales cherchent activement à normaliser, à reconstruire, à repositionner. La France, elle, reste en retrait, mais son influence se réduit mécaniquement, semaine après semaine, dossier après dossier. Ce que ça crée, c'est une fenêtre historique. Alger peut aujourd'hui imposer sa propre grille de lecture à l'Europe. Relations d'égal à égal, reconnaissance mémorielle complète, partenariat structurant sans conditionnalité politique. Plus de leçons de démocratie. Plus de chantage au visa. Une relation adulte ou pas de relation du tout. Cette fenêtre ne restera pas ouverte indéfiniment. 2 à 3 ans, pas plus. Elle doit être saisie maintenant, avec méthode, avec clarté, avec ambition. Deuxième opportunité, l'entrée aux BRICS à Tianjin. Si la probabilité de 72% se concrétise en novembre 2026, l'Algérie bascule dans un club qui représente 50% du PIB mondial en parité de pouvoir d'achat. Ce que ça ouvre est concret. Accès à la nouvelle banque de développement. Élargissement massif des échanges commerciaux. Dédollarisation partielle des transactions et sortie définitive de l'orbite d'influence occidentale, tout en conservant des partenariats commerciaux normaux avec l'Europe. Ce n'est pas une rupture, c'est un rééquilibrage. Mais pour y arriver, préparer la machine diplomatique doit se mettre en mouvement dès maintenant. Pas dans 6 mois, maintenant. Troisième opportunité, la reconstruction de Gaza et du Moyen-Orient. Ce qui vient après 2026 au Moyen-Orient représente des centaines de milliards de dollars d'investissement sur 10 ans. Et la question qui se pose déjà dans les coulisses diplomatiques est simple. Qui va piloter cette reconstruction? Les États-Unis? L'Europe? Ou une initiative portée par les pays du Sud global eux-mêmes? L'Algérie a les ressources diplomatiques, la crédibilité symbolique et les moyens financiers pour porter une vision de reconstruction pan-arabe et non occidentale. Un leadership arabe est à conquérir, et Alger est mieux positionné que le Caire, mieux que Riyad, mieux que Doha, pour l'incarner avec une légitimité morale intacte. Quatrième opportunité, le leadership africain continental. Regardons les concurrents. L'Afrique du Sud s'affaiblit économiquement. Les coupures d'électricité, la crise institutionnelle, la croissance en berne. Le Nigeria est englué dans une crise de gouvernance profonde. L'Égypte traverse un effondrement financier qui la rend dépendante du FMI et des monarchies du Golfe. En 2026, parmi les grandes puissances africaines, une seule est en croissance financièrement souveraine et diplomatiquement crédible. C'est l'Algérie. Une prise d'influence décisive sur l'Union africaine entre 2027 et 2028 est envisageable, réaliste même. Mais elle exige un agenda africaniste clair, offensif et mobilisateur. Ce travail reste à faire.
Et il doit commencer maintenant. 5e opportunité, la réconciliation stratégique avec la diaspora. 6 millions d'Algériens vivent à l'étranger. 6 millions de personnes formées, qualifiées, connectées aux économies européennes, nord-américaines du Golfe. Et en 2026, cette force colossale est largement inexploitée quand elle n'est pas activement aliénée par des procédures consulaires kafkaïennes, des obstacles à l'investissement et une double nationalité théorique qui se transforme en parcours du combattant dans la pratique. La transformation est possible. Elle exige des actes concrets et rapides, un véritable ministère de la diaspora avec représentation parlementaire effective, des incitations fiscales réelles pour le retour des compétences, une facilitation sérieuse des investissements depuis l'étranger et une double nationalité qui fonctionne sans harcèlement, sans humiliation, sans bureaucratie punitive. Si ces mesures sont prises, Ces 6 millions d'Algériens de l'étranger peuvent basculer d'opposants passifs à ambassadeurs actifs du projet national. Ce chantier doit être lancé dans les 12 prochains mois, pas dans 3 ans, dans 12 mois. Maintenant, la question qui ferme cette saison. Pas une question rhétorique, une question réelle, urgente, inconfortable. Quelle est notre responsabilité collective pour que ce retour géopolitique de l'Algérie ne soit pas gâché par nous-mêmes? Responsabilité numéro 1, celle du pouvoir. Préparer sérieusement la succession politique. Ce n'est pas